Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Nous sommes le 3 janvier, encore une fois, à mon nom personnel, au nom de toutes les équipes techniques administratives et bien évidemment tous mes confrères journalistes au sein de la rédaction. Recevez nos meilleurs vœux. Une année d'apaisement et surtout de santé pour vous et vos proches. Et on a une pensée pour les personnes qui sont malades, les personnes dans le besoin, les personnes vivantes seules et puis les détenus d'opinion, les détenus politiques. Plusieurs sont derrière les barreaux et certains sont même enlevés. Une méthode employée par le régime algérien. On l'a vu dernièrement, méthode qui a fait la une de plusieurs médias, de plusieurs expressions de plusieurs aussi journalistes, personnalités politiques, qui a mis en lumière cette méthode algérienne qui fait qu'à un moment donné, on arrête, on enlève, on n'a pas de nouvelles pendant plusieurs jours et à un moment donné, comme par magie, les proches, les avocats, les familles, l'opinion publique a des nouvelles. On en parle dans un instant, notamment avec le journaliste Abdul Al-Wakil Blam. On y revient dans un instant. Et puis l'actualité aussi. Donc on vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Encore une fois, on a une pensée pour vous toutes et vous tous. L'actualité, nous sommes en février 2019. L'ancien chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, il est impossible d'omettre toutes ces réalisations et tous ces acquis, parlant bien évidemment à l'époque des réalisations du pouvoir, que personne ne peut négliger, sauf les ingrats dont les dessins sont hostiles et les discours sont pleins de haine qui ne mesurent nullement le poids de la stabilité et de la sécurité de l'Algérie et ne considèrent aucunement le devenir du peuple algérien, écoutez bien, combattant, qui a su déjouer toutes les manœuvres et manigance et faire face à l'hostilité de certains ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et j'insiste sur l'expression ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, aspirant à faire de l'Algérie et de son peuple, démontrant ainsi que les complots et les conspirations ne feront. Alors ça, c'était le chef d'état-major en 2019 et dans quelques instants, on va entendre une petite partie des vœux de Saïd Chengriha, qui, je rappelle, est entré officiellement au gouvernement et qui donc s'est exprimé donc en disant, en revenant sur le peuple algérien, vigilant, démontrant ainsi que les complots et les conspirations ne feront que renforcer sa résilience face à tous les complots. Donc, Vils, en relevant, on va l'écouter, les défis imposés par les mutations accélérées sur des scènes régionales et internationales, faisant face à toute forme d'extrémisme, de crime organisé qui tente d'épuiser les ressources de la nation et d'inonder notre pays de toutes sortes de drogues à travers lesquelles nos ennemis tentent de nuire à la santé du pays. Il revient aussi encore à faire preuve de vigilance, de prudence, notamment sur les manœuvres et les conspirations ourdies par les ennemis, toujours les ennemis extérieurs. On en parle avec nos invités. Une recrudescence maintenant depuis 6 ans, puisque c'est un pays qui s'isole énormément, le Maroc, la France, la Mauritanie, les Émirats, les pays notamment d'Afrique subsaharienne. Peut-être que le fait aussi de maintenir cette instrumentalisation, cet épouvantail de l'ennemi extérieur maintenant depuis 1962 de la main étrangère, est-ce que cela n'est pas une technique peut-être pour se maintenir au pouvoir? On sait aussi qu'il y a toujours les dahdouhiyat. Chaque année, il y a un dahdouh, donc une personne comme ça sélectionnée, choisie, qui fait la une des médias et qui vient donc malheureusement parler de terrorisme. Avec nous pour en parler, Ilyes Djebaili, analyste, ingénieur économiste. Voilà, merci Ilyes, une bonne année à vous, une bonne santé. Vous êtes très élégant comme à chaque fois. Bienvenue. Merci Chaban, bonne année à vous, à l'équipe El Magharibiya et que je salue parce que c'est la seule chaîne qui est restée du côté du peuple et qu'elle est toujours sur la voie du changement. C'est elle qui pousse au changement, c'est elle qui est du côté du peuple, c'est elle qui donne l'information, c'est elle qui est toujours fidèle à la remontée de l'information. Je salue et je souhaite bonne année à Al-Magharibi, à longue vie, à son personnel, avec tout son engagement. Je salue encore tous mes vœux à mes compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, aux détenus d'opinion, aux malades, aux faibles, aux vulnérables, et aussi à toute l'humanité, et un message de paix. Que le meilleur pour 2025 pour l'humanité, paix, voilà, et prospérité et modernité. Voilà.
Merci Ilyes Djebali et d'être avec nous. Ce soir, le plaisir aussi de le recevoir, docteur en économie, analyste et puis écrivain aussi. Je vous rappelle, il a consacré son dernier bouquin à Slimane Azem aux éditions de l'Harmattan. Bonsoir Hassan Hirej, bienvenue à vous et puis tous nos vœux de bonheur et de santé. Merci Chaban de m'accueillir sur votre plateau. Merci aux vœux de Lies aussi. À mon tour, évidemment, je souhaite une excellente année pour nos compatriotes, où qu'ils soient, au pays ou à l'étranger. Mes meilleurs vœux aussi à votre équipe et je souhaite un apaisement, une prospérité à l'Algérie et puis de meilleurs rapports avec sa diaspora, quel que soit l'endroit où elle est. Alors, Merci. juste une petite parenthèse, Oui. Chaban, Oui. je me reçois en écho. Ah, vous nous recevez en écho. En tout cas, nous, on vous entend très très bien. On va essayer de faire ce petit réglage avec nos équipes en régie que je salue encore une fois et on les embrasse bien fort car sans eux, il n'y aurait pas de programme. Fidèle aussi à l'émission, le RCD, secrétaire national, bienvenue en charge de la communication, Rachid Hassani, bonsoir et bienvenue tous nos voeux à vous et vos proches. Merci Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir, bonsoir Ilyes Djebali, bonsoir au docteur Hirej. Bonsoir aux téléspectateurs d'El Magharibiya. Moi aussi, en mon nom et au nom de mon parti, je réitère nos vœux d'une bonne année 2025, année de bonne santé, de prospérité pour tout le monde, de paix retrouvée dans le monde, de la voie de la raison pour nous en Algérie, avec le souhait de l'arrêt de la répression, l'arrêt des intimidations, de bâillonnement. Nous espérons que cette année soit l'année du renouveau, l'année d'un retour au calme, d'un retour à la sérénité et nous espérons aussi prospérité, santé pour tous les Algériens. Nos pensées vont aussi aux détenus d'opinion et politique. Nous espérons leur élargissement dans les plus brefs délais. Merci à tous les trois. Il est 19h15, on va essayer d'avancer rapide et efficace comme vous le faites chaque fois. Je vais commencer avec vous, Rachid Hassani, sur cette actualité. Alors pour l'instant, on est bien évidemment, on manque d'informations. Ce qu'on sait aussi, c'est que, voilà, on va évoquer le journaliste Abdul El Waqil Blam, qui est considéré aujourd'hui comme porté disparu de force, puisque son arrestation depuis donc dimanche 29 décembre reste pour l'instant totalement dans l'opacité, dans l'anonymat, mais on n'a aucune nouvelle. Sa famille ne sait pas où il se trouve, il ne s'est pas exprimé, ni l'agence de sécurité d'ailleurs qui l'a arrêté puisqu'il a été interpellé par des civils chez lui. Et derrière, donc on répond à la famille qu'il n'y a pas de réponse. Et même du côté de Cheraga où il a été arrêté, le tribunal dit qu'il n'a aucune information. Tout de même, on parle aussi ici de non-respect de l'article 51 où les responsables judiciaires doivent fournir des informations et donner accès rapidement au présumé, la personne qui est arrêtée, de tout de suite téléphoner à ses avocats, à sa famille. Bon, Rachid Hassani, aujourd'hui, effectivement, on parle de ce confrère. Malheureusement, on n'a pas d'informations, mais est-ce que vous êtes surpris tout de même par cette nouvelle? Malheureusement, c'est coutumier aux méthodes algériennes. On pourrait en citer plusieurs qui ont malheureusement été confrontés à ce genre d'arrestation. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que nous connaissons les atermoiements, le double de langage de ce pouvoir depuis notamment 2019. Tantôt dans les discours officiels, il annonce des mesures d'apaisement, des élargissements, des libérations. De l'autre côté, il continue sa politique de terreur, sa politique d'arrestation, sa politique de bâillonnement, sa politique du musellement. Et donc, en tout cas, nous ne sommes pas surpris. Plus encore, nous dénonçons avec la plus ferme, avec la
plus ferme des dénonciations. Cette énième arrestation et ces méthodes moyenâgeuses, ces méthodes d'un autre âge, on ne peut pas permettre ce genre d'écart, ce genre d'exaction, ce genre d'arrestation avec des méthodes aussi brutales. Ce n'est pas normal qu'un Algérien aujourd'hui, en 2027, puisque nous y sommes, sont encore arrêtés avec ces méthodes violentes, sans que leur famille soit informée, sans que la raison l'emporte, sans que la justice soit faite. Parce que si on reproche aux Algériens un fait, quel qu'il soit, et il y a la justice qui doit être saisie, il y a la manière, il y a l'État qui protège le citoyen algérien, il le protège dans ses droits, il le protège dans sa liberté d'expression, sa liberté de mouvement et dans sa liberté de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons effectivement à des arrestations ubuesques, des arrestations violentes, à des arrestations qui ne sont pas annoncées et on ne sait pas qui arrête qui et pourquoi. Et donc, nous appelons à la raison, nous appelons au respect de la loi, au respect de la Constitution, au respect de la justice, au respect de la présomption d'innocence et au respect des Algériens à se défendre conformément à la Constitution et à la justice. Voilà, donc ça ne nous surprend pas. C'est le fait de la répression qui continue, c'est le fait du non-sens qui continue à gérer les affaires du pays. Merci. Nous sommes tristes. Nous sommes tristes pour la continuité de ces comportements, de ces agissements dans une Algérie où 2025, tous les Algériens espéraient comme un changement, espéraient un dénouement, espéraient détente et un apaisement sur ce front de la répression, sur ce front du respect de la liberté du citoyen et de la justice, et de la liberté d'expression. Et de la justice, parce que là, encore une fois, on dépasse vraiment toutes les limites. On est vraiment dans des méthodes que les Algériens ne comprennent pas, ou même l'opinion internationale, puisqu'encore une fois, les gens sont arrêtés, on n'a pas de nouvelles. Et encore, il y a une autre étape qui est la justice. Rachid Hassani, sur le deuxième max ce soir, depuis 1962, les Algériens, les Algériennes, peu importe les générations, temps sont passés, sont confrontés à ce discours de danger, d'ennemis extérieurs. Alors, on écoutera une vidéo tout à l'heure, mais depuis, alors dernièrement, il y a le nouveau chef, il y a le chef actuel d'état-major, mais il n'est pas le seul. Depuis 62, c'est la même rengaine. Je vais vous donner 3-4 minutes pour réagir là-dessus avant d'accueillir Hassan Herash et Elias Djebali. C'est quoi le but de cette... Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que ce n'est pas... Je vous lance comme ça 2-3 axes, vous allez y répondre, mais est-ce que réellement il y a un ennemi extérieur et un danger extérieur? Mais j'ai envie de dire, est-ce que réellement les Algériens, leur réel ennemi, et c'est pas ce pouvoir aujourd'hui qui les maintient un peu dans une liberté totalement quasi inexistante, une peur de s'exprimer comme le hashtag entre autres, ou comme un écrivain ou un homme politique ou une femme politique. Comment vous voyez cette instrumentalisation, le fait de sortir des dahdouhiyat, ou peut-être que c'est la seule manière aussi au pouvoir algérien de dire je reste, je me maintiens, car attention à l'ennemi extérieur, si nous partons, l'Algérie est en danger. Rachid Hassani sur ces éléments. Donc on n'a pas compris qu'il faut emprunter la voie de la sagesse, la voie de la vérité, la voie de dire les choses telles qu'elles sont, les voies du développement, les voies de la prospérité et du progrès pour le peuple. Tant qu'on est encore en déficit de légitimité, tant qu'on est encore à de fausses solutions pour de véritables problèmes, nous allons continuer comme ça. Le pouvoir brandit cet épouvantail justement pour masquer son échec, pour masquer son incapacité à répondre aux sollicitations, aux doléances et aux besoins du peuple et des Algériens. Donc, quand on n'a pas d'arguments, de vrais arguments pour affronter la réalité, pour se confronter à des défis, donc on brandit effectivement cet épouvantail. C'est vrai que depuis 60, effectivement, on brandit cet épouvantail de main étrangère, il y a l'Ayad el-Khalijia, pour masquer la capacité justement à répondre aux situations de leur vie.
depuis 2019, nous assistons à une accélération de l'utilisation de cet épouvantail d'une manière éhontée, d'une manière systématique pour tout ce qui se passe en Algérie ou ailleurs. C'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y ait à l'international ou au niveau régional des conflits d'intérêts, des conflits des États, des conflits économiques, des conflits politiques. C'est vrai qu'aussi certaines positions de principe de l'Algérie héritée de notre indépendance dérangent certains pays, certaines puissances, certains courants, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est ennemi de l'Algérie. D'ailleurs, je ne vois pas, et nous ne voyons pas RCD pourquoi nous serions les ennemis de tout le monde. Mais ce qui dérange à vous écouter aujourd'hui, donc... On a compris aujourd'hui, on ne voit pas effectivement, même nous en faisant des recherches, en travaillant un peu sur les dossiers, on ne voit pas réellement quels sont les ennemis, ou alors quand ils sont aussi provoqués par le pouvoir, de par ces attaques aussi, sa forme, c'est la réalité qu'ils montrent, l'APS, les médias qui sont injurieux, parfois la diplomatie. Mais est-ce que le réel danger ou le rejet, c'est ce pouvoir qui est rejeté le 7 septembre dernier, pour ne pas citer les autres scrutins, c'est totalement... un fiasco pour le pouvoir. Le président Tebboune est très mal élu aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça réellement le danger? En tout cas, le peuple n'en veut plus. Mais c'est ce que je vous disais. Donc, quand on est en déficit de légitimité, quand on est en déficit de légitimité politique, donc on cherche d'autres échappatoires pour justement se légitimer. Autrefois, c'était la légitimité révolutionnaire, et maintenant, on n'a plus cette légitimité révolutionnaire, et ils peinent à avoir cette légitimité populaire, et donc ils essayent de trouver des échappatoires, ils essayent de se défendre sur les autres. Le danger aujourd'hui, c'est justement cette manière d'être impulsif, et ces manières impulsives aussi par rapport à des questions géopolitiques, par rapport à des questions de politique étrangère. La raison doit l'emporter, le sens, l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple doit l'emporter dans notre politique, dans la conduite de notre politique étrangère, dans nos rapports, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, qu'ils soient de nature régionale ou internationale. La raison doit l'emporter, nos intérêts vétos, les intérêts du peuple, de notre économie, de notre existence même doit l'emporter, parce que ces manières dont la diplomatie ne peut pas... On ne doit pas être réactionnaire, on doit être intelligent, on doit avoir le sang-froid, on doit être stratège, et on doit préserver nos intérêts. Le danger aujourd'hui, c'est celui-là, c'est que nous mettons dos d'ennemis, et donc ce n'est pas bien pour notre pays, ce n'est pas bien pour notre sécurité, ce n'est pas bien pour nos rapports avec nos partenaires. On doit les préserver, on doit être intelligent, on doit effectivement préserver nos positions de Merci. Par rapport au fait que le Sahara occidental doit pouvoir accéder à l'autodétermination, par rapport au fait que le peuple palestinien doit accéder à son indépendance, par rapport au fait que beaucoup doivent être préservés. Merci. Merci. Beaucoup plus de politique extérieure. Rachid Hassani, merci d'avoir été avec nous. C'était un petit peu saccadé en fin d'intervention, mais on a bien décerné votre analyse. Avec nous, le docteur Hassan Hiresh est avec nous. Peut-être, pareil, 3 minutes. On n'a pas vraiment d'informations malheureusement, mais est-ce que ça vous surprend Voilà, le journaliste Abdoul El-Waqil Blam, aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Peut-être une réaction sur cette nouvelle disparition, pour l'instant, Hassan Hiresh. Oui, c'est encore une triste nouvelle. À la fois, ça me surprend parce qu'on espère toujours que l'Algérie puisse s'ouvrir, accepter d'autres idées que la pensée unique, que la vision unique, et qu'on puisse critiquer la situation, le système et les actions du gouvernement, du pouvoir d'une façon générale. Je crois que de ce côté-là, évidemment, c'est à la fois surprenant, à la fois
à la fois ça rentre un petit peu dans la culture collective, hein. C'est-à-dire une culture collective qui date du Parti Baas quand il a été créé au Liban et en Syrie. On a vu d'ailleurs ce qui s'est passé par la suite. À force d'avoir cultivé la pensée unique, et ça a déteint sur l'ensemble des pays de la région, puis en Afrique du Nord, on a malheureusement adopté leur méthode, la méthode hégémoniste, la méthode de la pensée unique, la méthode de la paranoïa, la méthode justement de cette invention à chaque fois des ennemis, une ambiance névrotique, et il fallait effacer toutes les cultures, toutes les langues, il fallait effacer toutes les idées, effacer tout ce qui était différent, et donc c'était le panarabisme triomphant qui écrasait toute velléité de contradiction. Et donc, on a abouti à ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye, en Égypte, en Soudan, un peu partout. Et c'est aussi les méthodes des monarchies despotiques, hein, de Rabat jusqu'à Riyad. Et malheureusement, l'Algérie ne se distingue pas. Alors, en tant que république démocratique et populaire, j'aurais aimé, le peuple algérien aurait aimé que notre pays n'utilise pas justement les méthodes coercitives de ces monarchies et de ces pays qui se sont écroulés. Il faut tirer des leçons et malheureusement, nous ne les tirons pas encore. Voilà, c'est intéressant. Vous avez déjà aussi fait un lien avec la thématique de ce soir. Lies Djebali est avec nous. Merci d'avoir patienté. D'abord, ce journaliste qui était là au Hirak, qui sans nouvelles aujourd'hui, disparition annoncée, hein, disparition forcée. Oui, absolument, Chaben. Tout d'abord, tout mon soutien au journaliste M. Blam, qui a été kidnappé. C'est une disparition forcée, ce n'est pas une disparition, parce que c'est une disparition forcée, elle est provoquée par une action extérieure. Voilà, donc il a été kidnappé, arrêté par qui? Forcément par les services de sécurité relevant de l'État algérien. Donc le plus grand complot, c'est quand un journaliste qui est kidnappé dans son propre pays et personne ne sait où se trouve ce journaliste. C'est ça, même sa famille. C'est ça le grand danger pour la nation algérienne. Quand on parle de complotisme, de conspiration, je suis désolé, il faut déconstruire tous ces concepts. On ne peut pas dire des méthodes moyenâgeuses, parce que le Moyen Âge a donné naissance à la Renaissance, et la Renaissance a donné naissance aux post-Renaissance. Le Moyen Âge, il a donné de grands peintres, de grands scientifiques, de grands littéraires, qui ont ouvert ce qu'on appelle les temps des Lumières, de la liberté d'expression. Non, ce sont des méthodes relevant de la Stasi, de la Tchéka, des anciennes méthodes du bloc de l'Est, pur et dur, qu'on kidnappe à l'aube ou le soir ou la nuit, au vu des gens. Voilà, c'est ça la réalité dans notre pays. Moi, je pose la question aux détenteurs de la puissance publique, je pose la question à ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Quand on parle de cohérence, quand on dit il faut des mesures d'apaisement, on libère et après on kidnappe et on réincarcère. Elle est où la cohérence? Il faut avoir un peu de cohérence dans la vie. L'humain est né pour être cohérent dans sa façon de guider son destin, de guider les destinées de la nation. Et comment on peut créer cette confiance avec la nation, avec le peuple? C'est ça la question. La question elle est beaucoup plus profonde que cela. Peut-être ce journaliste est en train de souffrir dans sa chair, ainsi que sa famille, mais aussi il y a le peuple algérien qui souffre, qui dit que c'est pas possible. On est dans un État complètement policé. Et où sont-elles ces mesures d'apaisement? Monsieur Tebboune qui nous a promis, qui a promis au peuple algérien un dialogue inclusif, ouvert, en invitant tout le monde à se mettre à table et essayer un dialogue ouvert. Qu'en est-il de ce dialogue? Qu'en est-il de ces mesures d'apaisement? Qu'en est-il de la crédibilité de l'État algérien? Quand on kidnappe un journaliste, ils l'ont kidnappé au nom de qui? Ils ont engagé les moyens de l'État algérien.
Cette république algérienne démocratique et populaire, elle est où cette démocratie? Et c'est ça c'est ça le grand danger de la nation. Donc il faut déconstruire tout ceci, le complotisme, la conspiration, la main extérieure, on en parle juste. On s'enfonce et on s'enlise, Chaban. Notre beau pays s'enlise. Il faut que les dirigeants reviennent à la sagesse. Il n'y a qu'avec la sagesse et remettre le champ démocratique et libérer ce journaliste parce que sa famille, elle est vraiment angoissée. Voilà. On continue. Vous avez aussi tout de suite fait un lien avec ce moment d'apaisement annoncé, ce dialogue. Et puis, voilà, cet ennemi, mais quel ennemi? De quel ennemi a peur aujourd'hui? De quel ennemi met le pays en difficulté? On va quand même tout de même écouter le chef d'état-major dans ses vœux, mais vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont les mêmes vœux d'Ahmed Gaïd Salah en 2019 et j'aurais pu vous annoncer aussi les vœux précédents, mais on va écouter tout de même dans quelques instants rapidement, c'est pas long, les différents responsables depuis 1962 qui s'acharnent et qui conditionnent, qui instrumentalisent, puisque la réalité n'est pas là, on ne voit pas réellement d'ennemis extérieurs. On va écouter Saïd Chengriha, chef d'état-major. Je vous exhorte à vous attacher aux valeurs de nos glorieux aïeux et à faire preuve de responsabilité et de disponibilité permanente, afin de contribuer au cours de cette nouvelle année à l'effort collectif consenti, notamment en ce qui concerne la poursuite de la lutte contre le virus du terrorisme et la mise en échec de ses plans obscurs pour l'empêcher de reconstruire sa doctrine, en faisant face à toute forme d'extrémisme et de crime organisé, qui tentent d'épuiser les ressources de la nation, et d'inonder notre pays de toutes sortes de drogues à travers lesquelles nos ennemis tentent de nuire à la santé mentale et physique de notre jeunesse. Il incombe à tous de faire preuve d'un plus haut niveau de vigilance, de prudence et de conscience, des dessous et les visées des manœuvres et conspirations ourdies par les ennemis, tout en respectant strictement le programme de préparation au combat de toutes les composantes de notre solide armée, et exécutant rigoureusement toutes les instructions et orientations émises par le haut commandement, visant à garantir la disponibilité opérationnelle permanente de nos forces à l'effet de relever les défis du présent, et de relever les défis de l'avenir. Voilà, puis avant de retrouver Hassan Hiresh et Elias Djebalion, très rapidement, on va écouter un petit extrait des différents responsables à tout niveau, politiques, chefs d'état-major, responsables, nous parler du complot depuis des décennies. لإحباط ما يحاك ضده من مؤامرات ودسائس تستهدف وحداتنا الترابية والشعبية. فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. هناك مؤامرة. Voilà. Hassan Hiresh, alors 2-3 axes que j'ai lancés pour vous donner un maximum de temps de parole. Tout à l'heure aussi à Rachid Hassani, c'est quoi? C'est se maintenir au pouvoir. L'ennemi existe réellement? L'Algérie est-elle réellement en danger? Vous connaissez, vous avez aussi analysé énormément un peu la géopolitique, la diplomatie. À quoi ça rime? Et puis, est-ce que réellement aujourd'hui le danger, peut-être que le mot est un peu fort et encore, mais est-ce que réellement la réelle crainte du peuple algérien, mais c'est pas ce pouvoir, démocratie demandée, changement de système, Daoula Madaniya, Matia Askariya, Hassan Hiresh, et sur les mêmes axes, juste derrière, le plaisir d'écouter Elias Djebaili. Il faut savoir que cet esprit névrotique, là, cette ambiance paranoïaque, Chabani, j'entends encore l'écho. Hein. Très bien, nous on vous entend très bien en tout cas, voilà. D'accord. Alors je disais que malheureusement cette ambiance névrotique et paranoïaque, malheureusement, est un héritage que nous avons pris depuis la colonisation notamment. On peut remonter un peu plus loin. En fait, tous les peuples dominés ont vécu dans cette situation où tout récalcitrant, tous ceux qui désobéissent au système mis en place par justement nos ennemis, ceux qui nous ont colonisés, eh ben, à chaque fois qu'un Algérien lève les yeux, évidemment, il est traqué, il est interrogé, il est torturé, emprisonné, voire on le fait disparaître. Et c'est cette culture collective, malheureusement,
qui est rentré dans les institutions de l'État, parce que dès 1962, on a hérité des institutions coloniales et nous n'avons pas été courageux, suffisamment courageux pour faire de véritables réformes, pour passer justement d'un système coercitif, d'un système justement qui est une fabrique d'ennemis, à une ambiance de confiance, faire confiance aux Algériens, aux enfants des Algériens. On a vu comment il y a eu des assassinats politiques les uns après les autres depuis à Ben Ramadan, et en plus avec un mensonge d'État où on a affiché sur Al-Moudjahid quelques mois après son exécution comme quoi il était mort au champ d'honneur. Donc c'est toute cette culture qui est dans le subconscient de nos dirigeants et qui fonctionne encore. On n'arrive pas à s'en débarrasser, si bien que ça aboutit à la dessinée noire, ça aboutit à beaucoup d'événements malheureusement sanglants dans notre pays, et on continue d'utiliser les mêmes méthodes. Cela est effectivement un danger pour notre patrie, pour notre pays, parce que on cultive en fait le culte du chef, et toute critique envers le chef est considérée comme étant une violation, comme étant une attaque des institutions, une atteinte à l'autorité de l'État, ainsi de suite. Je peux multiplier. Même la Ligue algérienne des droits de l'homme, toute inoffensive en 1985, qui a été présidée par Abdenour Ali Yahya, on a vu comment ces membres qui ne se basaient que sur le droit algérien, la constitution algérienne et sur les textes internationaux signés par l'Algérie, ratifiés par l'Algérie, ils ne faisaient de travail que autour de ce droit-là, comment ils ont été arrêtés, torturés, traduits devant la Cour de sûreté de l'État. Donc tous ces scandales, malheureusement, continuent à l'heure actuelle. Et donc aujourd'hui, personnellement, je suis inquiet pour mon pays, parce qu'on ne nous dit pas déjà quels sont nos amis. On nous parle que d'ennemis, sans les citer. On a enfin cité ces derniers mois le Maroc, les Émirats arabes unis, Israël, etc., du bout des lèvres et tout ça, mais attendez, en même temps, on nous dit que nous avons une armée, nous avons une organisation forte, etc., qui fait face à tous les complots, à toutes les attaques, à tout ce qui peut venir perturber la bonne marche de notre pays. Donc il y a une contradiction. Ou bien nous avons des institutions fortes, nous avons une armée forte, nous avons une police forte, nous avons des services de renseignement performants, et c'est le cas en plus. Alors, à ce moment-là, c'est pas la peine de parler des ennemis au peuple algérien, c'est à ceux qui ont justement cette charge, à ceux qui sont payés pour ça, qui sont des employés justement du peuple algérien pour ça, c'est à eux de faire le travail, de déjouer tout ce qui peut aller à l'encontre des intérêts de notre pays, mais à ne pas trouver de prétexte de ce genre pour bâillonner le peuple, pour bâillonner les journalistes, pour bâillonner les syndicalistes, pour bâillonner les hommes politiques, les partis politiques, les associations, les ONG, etc. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Nous sommes dans une contradiction inacceptable et que le peuple algérien n'accepte pas. C'est la raison pour laquelle il y a une rupture entre le peuple et ses dirigeants. C'est la raison pour laquelle il y a complètement à chaque fois un désaveu au niveau des urnes, parce que les Algériens ne se sentent pas acteurs de leur destin et ils ne vont pas voter pour leurs représentants. Donc tout ça, c'est une maladie que nous avons héritée, encore une fois, des méthodes à la fois, comme disait Liès, du système soviétique, mais aussi de colonisation et du panaramisme. On sait très bien comment le parti Baath a été créé par des chrétiens syriens et libanais, justement pour empêcher le pluralisme, pour imposer l'hégémonie.
Ah oui, vous m'entendiez pas, d'accord. Je reviens à vous dans quelques instants. Lies Jebali, vous avez la parole. Voilà, un peu pour apporter votre analyse. Et puisque est-ce que c'est pas une méthode réellement aussi de se maintenir au pouvoir depuis des décennies? Au fait, mais c'est une fuite vers l'avant finalement. Donc il n'y a aucune solution qui est concrète, qui est proposée au peuple algérien. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'autre alternative. La seule alternative, c'est ouvrir le champ démocratique. C'est remettre la démocratie au cœur du jeu politique en Algérie. C'est une situation intenable, même pour le régime. Jusqu'à quand il va confisquer la liberté d'expression des journalistes? Jusqu'à quand il va bâillonner la remontée de l'information? Jusqu'à quand il va bâillonner aussi son peuple? La réalité, c'est de s'ouvrir. Il n'y a pas d'autre choix. La diplomatie algérienne, elle est aux abois. Tout le monde le sait. On a des problèmes partout. Le seul qualificatif qui revient dans les lèvres de tous les dirigeants algériens, c'est les ennemis. Le Maroc est un ennemi, les Émirats arabes unis est un ennemi, tout le monde est ennemi. C'est vrai, il faut dire une chose, peut-être l'Algérie risque d'être déstabilisée comme dans n'importe quel pays au monde. N'importe quel pays au monde risque d'être déstabilisé. Les services secrets algériens, leur job, c'est de s'occuper de la sécurité, de l'intégrité territoriale, mais ne pas fliquer le peuple, ne pas confisquer la liberté d'expression. C'est ça le vrai job des services secrets, des services de renseignement modernes, comme on dit. Mais la réalité, elle est tout autre. Mais si à chaque fois on refait, on réchauffe le même discours, la main extérieure, l'ennemi, la déstabilisation du pays, tous les pays du monde, 187 pays risquent d'être déstabilisés. Mais une cohérence dans sa façon de gouverner. On ne peut pas faire de l'improvisation en guise de programme politique ou un programme économique. On ne peut pas. C'est une situation intenable. Le Hirak, c'est un Hirak silmi, pacifique, et c'était un moyen pour ouvrir le dialogue. C'était un moyen pour que le pouvoir rentre, dialogue avec le peuple et trouver un consensus pour reconstruire enfin l'état de droit de notre pays. Depuis 1962, il n'y a pas état de droit. Nous avons hérité la même méthode. La méthode soviétique, la méthode de Tchéka, la méthode des Stasi, jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. La preuve, l'Algérie a souffert dans sa chair et dans son corps. La décennie qui a fait 250 000 morts, une guerre civile du jamais vu, une terrible 250 000 et plus de 25 milliards de dollars de pertes pour le trésor public algérien, sans compter où sont les soi-disant les avancées démocratiques de 88, les revendications sociales qui ont transformé en revendications politiques et l'ouverture d'autres partis pour redynamiser la démocratie en Algérie. On ne peut pas tenir un grand pays comme le nôtre de cette manière, c'est quasi impossible. Moi, je dis que je ne suis pas, personnellement, nous ne sommes pas contre l'armée. Personne n'est contre son armée. Nous ne voulons pas que cette armée soit instrumentalisée contre le peuple. L'armée ne doit pas être un instrument de gouvernance en Algérie. C'est pas possible. Tous les pays, même l'Uruguay qui était géré par l'armée. Regardez, c'est l'un des pays les plus démocratiques en Amérique du Sud. Le Chili sous Pinochet, où est-il? C'est un pays démocrate. Certains pays africains qui se démocratisent, le Sénégal qui commence à se démocratiser, les institutions commencent à s'ouvrir, les compétences commencent à rentrer au pays, le Rwanda qui a souffert en 1994 de massacre des Tutsis, 1 million de massacres et quasiment une réconciliation nationale entre eux, ils sont en train de construire le Rwanda. On ne peut pas construire un pays par un régime militaire, ce n'est pas possible. C'est pas pour autant qu'on est contre son armée. Oui, on a besoin d'une armée forte républicaine pour protéger le territoire, mais en dehors du champ politique, en dehors du champ économique. C'est ça la réalité. Donc haranguer les soldats, haranguer les officiers de l'armée nationale populaire pour passer des messages
et pour heurter un peu la fibre, attention, nous sommes en danger. Non, ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Il faut un discours cohérent, il faut un discours crédible, il faut recoudre cette confiance qui est complètement rompue entre le peuple. 80%, Chaaban, 80% du peuple algérien a boycotté les élections présidentielles. Ça veut dire que c'est un désaveu cinglant. Ça veut dire que le peuple n'en peut plus et n'en veut plus de ce régime. Il faut changer, trouver d'autres clés de changement, d'autres indicateurs de changement pour faire repartir le pays. Tout le monde aime son pays. Personne n'a le monopole de l'amour du pays. Tout le monde ici, que ce soit Hassan, Hirsch, Monsieur Rachid Hassani, même Chaaban Qassi, tout le monde, le Magharbia, tout le peuple aime son pays. Mais ce que nous voulons, c'est le changement de façon pacifique, parce que le peuple est pacifique, parce que le Hirak est pacifique. Il faut un changement. On ne peut pas kidnapper des journalistes. On ne peut pas dissoudre une Ligue des droits de l'homme. On ne peut pas instrumentaliser l'ennemi pour ne pas donner la liberté d'expression à son peuple. Il faut libérer les champs. C'est quoi la ressource de la nation? Dans le discours de M. Tebboune, il dit ressource de la nation. La première ressource de la nation, c'est le peuple. C'est la première ressource. Il faut investir sur l'humain. C'est que tous les pouvoirs successifs n'ont jamais investi sur l'humain, sur le citoyen algérien. C'est ça, c'est la force, c'est l'humain. Le premier article de la Constitution allemande, après la capitulation des nazis, quand ils ont reconstruit, écrit leur constitution, c'est la dignité de l'humain, la dignité de l'humain. C'est ça, la dignité de l'Algérien doit être conservée, doit être respectée pour reconstruire le pays. On ne peut pas gouverner de la sorte. On peut pas. Il faut que les militaires, il faut que les services de renseignement comprennent une fois pour tout que le changement est imminent. À quoi bon de retarder le changement? C'est ça la question. C'est une question de cohérence et de crédibilité. Merci, je vais me faire taper sur les doigts. Je vais prendre 4 minutes supplémentaires, 2 minutes chacun. Messieurs, un sujet, un élément qui vous semble important. On parlait aussi de diplomatie hier avec le Mali. Je sais que c'est une question aussi sur laquelle vous exprimez beaucoup, Hassan Hallaj. Quand on parle aussi d'ennemis, même en termes de diplomatie, ça ne fait pas bon présage, bonne image. Et puis aussi les investisseurs. C'est une année qui, soi-disant, devrait décoller économiquement. Vous qui êtes docteur en économie, je suis pas sûr qu'en évoquant tout le temps cet ennemi, ce danger, cet ennemi, à mon avis, les grosses entreprises, les États n'ont peut-être pas spécialement envie d'investir dans le pays, encore moins le tourisme. C'est la contradiction de nos dirigeants. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas que d'autres pays, et à juste titre, nous traitent d'ennemis. Et c'est le cas justement du pays que vous citez, à savoir le Mali. Mais ce n'est pas le seul. Un certain nombre de pays voisins et même des pays lointains nous traitent comme étant des ennemis. Et donc, on ne peut plus arrêter là. C'est-à-dire, nous sommes dans une ambiance, justement, où on désigne du doigt les voisins. Ça, il faut que l'Algérie, qui a justement une base sur laquelle peut reposer sa diplomatie, à savoir un peuple engagé, à savoir une économie qui peut être tout à fait solide parce que nous avons énormément de ressources et nous avons énormément de cadres. Donc il faut rassurer les voisins, il faut travailler avec eux, il faut avoir une autre diplomatie. Si vous me permettez, Chaaban, dans le discours d'Abdelmajid Tebboune, j'ai relevé quelque chose qui m'a, comment on appelle ça, pas surpris, mais qui m'a heurté. Qui m'a heurté lorsqu'il a dit nous ne demandons pas à l'ancienne puissance coloniale de l'argent, mais nous demandons une reconnaissance. Ça me semble être une erreur. Quand je vois par exemple le lobby juif qui demande jusqu'à maintenant des comptes, non seulement pour la guerre de 39-45 en Europe, mais aussi il demande des remboursements à la France et à l'Allemagne de leurs biens en Algérie. Donc il y a même un département au sein du CNRS, c'est-à-dire au niveau même scientifique, ils ont introduit justement des recherches pour qu'il y ait justement des remboursements.
Abdelmajid Tebboune semble ne pas connaître les Européens, ne pas connaître les Français. Il faut les frapper justement là où ça fait mal. Et nous avons des raisons pour demander des indemnisations. La colonisation, les séquestres. Ça a été chiffré d'ailleurs par eux-mêmes, les séquestres, par exemple, suite à la révolte de Mokrani Sheikh Haddad en 1871. On a vu combien d'argent on a donné, combien de terres ont été enlevées, combien de bétail ont été séquestrés, ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'argent et on peut l'évaluer avec l'euro d'aujourd'hui. Et il y a eu énormément de dilapidation de nos ressources. Tout ça peut, justement, en tant qu'économistes, nous pouvons justement les évaluer. Il doit y avoir des équipes autour de ça. C'est ça qu'il faut réclamer et non pas de pleurnicher pour nous. On n'a pas besoin justement de larmes de crocodile. On a besoin de se regarder d'homme à homme et leur dire, voilà, vous avez détruit notre pays, vous remboursez et nous serons évidemment de très bons partenaires comme l'ont été par exemple les Français et les Allemands. C'est vrai que le message du président, c'était fait un peu mendiant. Eliès Djebali, le mot de la fin pour vous. Je parlais aussi d'économie derrière cette instrumentalisation, ces ennemis constamment. Est-ce que pour un pays annoncé émergent, est-ce que c'est bon présage? Non, il faut dire les choses clairement et de façon correcte, au fait. Il n'y a pas d'économie chez nous, personne ne veut investir chez nous, soit ceux qui veulent investir chez nous parce qu'ils considèrent que le marché Agen est un marché déversoir, on vient, on investit, on repart. Donc toutes les grandes entreprises qui se respectent passent généralement par la COFAS, c'est celui qui assure, c'est lui qui donne une qualité, une note sur le pays, comme quand vous criez que nous avons des ennemis partout, qui va investir dans votre pays, qui va s'aventurer à investir avec des sommes, avec beaucoup d'argent dans le pays, parce que pour investir, il faut une grande stabilité économique, il faut une grande stabilité politique, il faut aussi une cohérence aussi, il faut aussi des lois qui sont claires, qui incitent à l'investissement. Rien n'est fait en Algérie. C'est une économie rentière, il faut dire les choses. Donc, certes, nous avons les ressources, mais vous savez, vous pouvez avoir toutes les ressources du monde, même vous pouvez avoir toutes les ressources du monde, mais si personne ne veut investir chez vous, qu'est-ce que vous allez faire avec vos ressources? Parce qu'on est dans un monde de globalisation, de mondialisation. Même les marchés testent les pays. Et vous savez, les agences de notation, Cha'ban, c'est quoi une agence de notation? Au fait, c'est elle qui note la qualité de la dette et la qualité de la stabilité du pays. Si on parle de l'Algérie, certes, les ressources, nous avons des terres rares, nous avons du pétrole, nous avons du manganèse, nous avons du phosphate, nous avons des 1200 km de côte, nous avons de tout. Mais est-ce que nous avons des grands investisseurs qui viennent créer la valeur ajoutée chez nous? Non, je ne pense pas. Il faut remercier quand même les Chinois et les Turcs qui sont en Algérie et qui pilotent les projets. Hormis cela, personne ne veut investir chez nous parce que c'est un grand problème de stabilité politique que personne ne veut investir chez nous. C'est simple. Vous savez, vous avez beau avoir l'argent, vous avez beau avoir les ressources. Quand on ne veut pas investir chez vous, c'est parce que ça ne sent pas bon chez nous pour une raison très simple. C'est le politique. Quand le pays n'est pas démocratique, personne n'investit chez nous. C'est comme ça, ça marche dans tous les pays du monde. Quoique même la Chine, qui est notre pays, qui est un pays qui est très allié avec l'Algérie, quoique vous savez que les plus grandes décisions se font dans un autre pays voisin qu'en Algérie. Posez cette question. Pourquoi? C'est parce que même la Chine, quelque part, elle ne rentre pas dans les affaires intérieures du pays, mais elle cherche aussi quelque part la stabilité politique qui génère une stabilité économique. Chez nous, ça n'existe pas. Merci infiniment. C'est avec le politique dans l'économie. Merci infiniment. Voilà, on va aller revenir ce soir aussi sur le journaliste Abdoul El Wakil Blam, qui est donc aujourd'hui, on
On est bien évidemment sans nouvelles. Ils sont plusieurs à avoir un peu fait face à ces méthodes. Mohsen Belabès, Karim Tabou, Ali Belhadj aussi. Plusieurs militants du FIS aussi qui aujourd'hui ont disparu. On est sans nouvelles, faut le savoir. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Et puis cette instrumentalisation derrière notamment Rachad, le MAC. Ou alors même lorsque le pouvoir a voulu sauver, soi-disant, la République en annulant les élections, le processus électoral du 11 janvier. On y reviendra. Merci, Dr Hassan Hiresh, analyste politique. Slimane Azem, blessure et résilience aux éditions L'Harmattan. Lias Djebali, merci, analyste politique, ingénieur économiste. Rachid Hassani était avec nous du RCD, l'équipe en régime. Merci infiniment. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir dans quelques instants. Jamaldine Benchenouf et juste derrière Salim Salhi. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.